Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce nouveau webinaire dédié eh bien, aujourd'hui à un nouveau navire chez Grands Espaces qui incarne parfaitement l'esprit d'expédition que nous représentons, c'est l'Heritage Discoverer. Alors, à travers cette présentation, eh bien, nous allons partir ensemble à la découverte de ce bateau, un bateau à taille humaine, vraiment véritablement conçu pour explorer les régions arctiques. Alors, c'est plus qu'un moyen de transport, comme tous les bateaux chez Grands Espaces. C'est un véritable outil d'exploration pensé pour l'immersion, l'observation, pardon, la rencontre avec la nature. Alors, peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, le connaissaient sous le nom d'Exploris One. Il a été rebaptisé récemment. Donc, au fil de ce webinaire, nous vous invitons à monter ou à remonter à bord de ce bateau. Il reste euh, presque identique. Vous allez voir, il y a peut-être quelques petits changements, mais ceux qui le connaissent le retrouveront dans ses intérieurs. Et vous comprendrez ce qui rend, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce navire unique. Vous découvrirez son atmosphère, ses équipements, mais aussi la philosophie de Grands Espaces, qui fait que nous faisons de véritables voyages d'expédition avec une approche authentique, respectueuse et vraiment tournée vers la nature. Alors avec nous ce soir pour vous parler de ce bateau, mais aussi de notre philosophie et des voyages à bord de ce bateau, trois intervenants. Christian Kempf, que vous connaissez peut-être pour certains, c'est le fondateur de Grands Espaces, explorateur et scientifique. Il parcourt les régions arctiques depuis maintenant plus de 50 ans. C'est en 1973 qu'il a posé le pied pour la première fois au Spitzberg et en 1975 qu'il a rencontré son premier ours. Donc, il a des choses à vous raconter et il sera à bord de certains de nos voyages cet été. Avec nous également ce soir Aurélie Gonçalves, la directrice de l'agence de Grands Espaces, qui aura le plaisir ce soir de vous présenter le bateau et ses intérieurs, ses équipements. Et puis également un habitué aussi des webinaires que vous reconnaissez peut-être et que je présente pour d'autres, Xavier Allard, un guide chef d'expédition depuis une dizaine d'années maintenant chez Grands Espaces et qui aura le plaisir aussi de vous accompagner cet été sur deux de nos voyages à bord de l'Heritage Discoverer. Eh bien, alors, je vous précise également que vous avez la possibilité de nous poser vos questions à travers le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran, pardon. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire et nous y reviendrons à la fin de cette présentation afin de pouvoir poser les questions devant tout le monde et puis que tout le monde puisse profiter des réponses de nos intervenants. Sans plus attendre, je laisse la parole à Christian Kempf qui va introduire donc cette présentation. Merci beaucoup Laureline, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Et par rapport à ce qu'a dit Laureline, oui, Xavier est souvent présent au webinaire, moi aussi. Mais vous savez, Xavier et moi, on a plus l'habitude d'être avec vous sur la banquise, sur les icebergs. Et Xavier, il voit les ours de très très loin, ceux qui le connaissent le savent. Moi, je suis pas mal du tout à piloter les zodiacs entre les morceaux de banquise. Nous, c'est le terrain. Voilà, l'expédition d'abord, le confort évidemment. En fait, pour donner le cadre, c'est il y a une trentaine d'années que j'ai décidé, avec ma femme, de créer cette société Grands Espaces parce que je sortais d'une série d'expéditions, tant au Spitzberg qu'au Groenland d'ailleurs, qu'au Canada, qu'en Sibérie. Voilà. J'ai créé le groupe de recherche en écologie arctique, ça montre bien le sens. Et nous nous sommes tous rendus compte, les membres d'expédition, tous des universitaires, que ces régions étaient très fragiles. On voyait déjà clairement le recul des glaciers. Oh, on s'est fait traiter de tous les noms quand on parlait de recul glaciaire. Bon, maintenant on nous met sur un piédestal, mais dans le temps on se faisait beaucoup critiquer. Mais néanmoins, depuis 1973, c'est mon leitmotiv. Mais ces régions sont fragiles aussi parce que la vie n'est présente que 1 mois et demi par an, 2 mois.
Les oiseaux viennent, les plantes éclosent, et on est aux limites de la vie. Et à cause de cela, certains d'entre nous se sont dit, il y a des problèmes graves dans ces régions qui s'appellent climat, chasse, on tue 1200 ours par an, par exemple, pollution, et il faut rendre les gens sensibles à cela, en montrant, d'une part, combien ces régions sont belles. Or, on ne protège que ce que l'on aime et on n'aime que ce que l'on connaît. Il fallait donc amener des gens, vous amener dans ces régions. Donc, vous avez compris que, non pas l'écologie au sens politique du terme, qui est largement dévoyé, mais la nature, l'environnement, ce qu'on appelle l'écologie, sont au cœur de notre philosophie, sont notre ADN, parce que nous sommes au départ des scientifiques qui avons vu combien ces régions souffrent. Et nous voulons partager à la fois la beauté et les dilemmes de ces régions. Ensuite, pour avoir passé des mois dans ces régions, on les connaît bien. On a envie évidemment de les partager, mais surtout, on s'est rendu compte qu'une croisière expédition, c'était un bateau avec un camp de base et nous rayonnons autour de ce camp de base, que ce soit en petits groupes de promeneurs, de randonneurs, de marcheurs, que ce soit en zodiaque avec des promenades tranquilles autour d'un morceau de glace, d'un iceberg, ou que ce soit des raids lointains. L'esprit, c'est le deuxième ADN de notre société, l'esprit d'expédition. Beaucoup de compagnies que je ne citerai pas ont mis expédition pour vendre de la croisière, plus de croisière. Pour expédition, simplement aller loin. Non. L'expédition, c'est une manière de voyager, c'est une manière d'observer, c'est une manière d'être à bord. Une équipe. Alors évidemment, expédition, et puis confort, évidemment. Tout simplement parce qu'aller dans ces régions coûte cher, et que je vous le dis avec beaucoup de sincérité, ce n'est pas parce qu'on sert un morceau de fromage en plus ou qu'on sert une bonne bouteille de vin, c'est pas ça qui fait la différence. La différence, c'est l'éloignement de ces régions, les mesures de sécurité, etc. Donc, le confort, soyez assurés, et notamment sur l'héritage Discover, il est 4 étoiles, on est très confortable, mais c'est pas pour ça qu'on y vient. On y vient pour découvrir en vérité ces régions polaires. Alors, dans ce cadre-là, vous avez bien compris que l'esprit de grands espaces, à la fois de protection de la nature et d'expédition, nous amenait automatiquement à des bateaux de petite taille. Depuis notre fondation, nous n'avons jamais affrété de bateaux de plus de 100 personnes. Il y a une exception. Dans les mers les plus redoutables du monde, pour aller en mer de Ross, on monte à 130. Parce que là, il faut des bateaux qui tiennent des vagues de plusieurs mètres de hauteur. Mais sinon, quand il s'agit de l'Arctique gentil, comme le montre cette image, ben non, toujours des bateaux de moins de 100 places. On en a frété beaucoup. Et puis depuis quelques années, nous avons pour à la fois confirmer notre cap, mais également creuser le sillon de notre spécificité, nous avons acquis et nous avons affrété des bateaux. Alors des bateaux de 12 places, des bateaux de 36 places et ce bateau de 98 places. Les bateaux de 12 places, indiscutablement, sont fabuleux. Je vous incite d'ailleurs à les privatiser. Venez, venez. Si vous avez un événement à fêter, si vous avez des amis à emmener, etc. Mais vous l'avez bien compris, ces bateaux permettent aux personnes vraiment enthousiastes, alors que ce soit des plongeurs, des skieurs, que ce soit des randonneurs, que ce soit tout simplement des photographes, des amis de la nature, de voir en profondeur ce qu'on voit, ce qu'on ne peut pas voir autrement. C'est la différence entre, je dirais, une petite voiture qui se faufile en ville et puis quand même un bus, quoi. Voilà. Donc, ces petits bateaux de 12 passagers, nous y sommes très attachés. Ils s'appellent le Grand Explorer et le Grand Nanook. Nous avons également pris le parti clair de nous allier avec une société française, avec un bateau qui bat à pavillon français,
Parce que nous croyons dans les bateaux de 36 places. Nous avons nous-mêmes un programme qui, à partir de 2029, nous amènera à avoir nos bateaux de 36 places. Mais pour le moment, il y a un concept de bateau révolutionnaire et qui s'appelle le Capitaine Arctique, qui est un bateau qui trace clairement le futur de la croisière expédition. Une croisière largement décarbonée, à 90% décarbonée. Le bateau, on a déjà eu l'occasion d'en parler, toute l'équipe de réservation aura plaisir à vous en parler. Ce sont des grandes voiles solaires rigides mais pliables et un bateau véritablement de tout confort aussi. Et puis, il y a l'héritage Discoverer. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il était Exploris One et que maintenant il est un nom anglais? Alors, nous avions, nous autres, depuis plus de 10 ans, depuis 11 ou 12 ans, un bateau qui était un bateau que nous adorions et que beaucoup d'entre vous ont adoré et qui était et qui est toujours l'Ocean Nova. En revanche, ce bateau, c'est un style scandinave un peu vieillot, c'était un express côtier groenlandais, fait pour la glace, taillé pour la glace. On jouait avec la glace, mais néanmoins, les normes du marché, du confort, nous ont fait l'abandonner. Nous nous sommes ensuite, et je vous le dis avec beaucoup de sincérité, engagés sur un bateau qui nous semblait extraordinaire. Malheureusement, ce bateau était, au début de la guerre du Moyen-Orient, dans un chantier naval à Dubaï, et puis il y est toujours. Autant vous dire que ce bateau ne sera pas disponible. Et ce qui fait que, encouragé en cela par notre partenaire, parce qu'au niveau mondial, nous avons quelques partenaires, c'est tout à fait normal, des échanges d'expériences, des échanges de guides, même parfois, des échanges de destination. Et cette compagnie Heritage, qui a fait sa réputation avec les croisières en Sibérie et dans le nord de la Sibérie et au Kamtchatka et au Japon et également dans l'océan Pacifique, a un bateau qui va en mer de Ross et nous travaillons avec eux. Ils nous ont dit ça quoi? Fin février, 10 mars. Et ils m'ont appelé, et Aaron m'a dit, Christian, j'ai un bateau, si tu veux, qui peut remplacer ton bateau qui est bloqué et qui risque d'être bloqué. On n'est pas sûr qu'il soit bloqué, qui risque d'être bloqué. Et alors, on est allé visiter ce bateau et je vous dis franchement, coup de cœur. Ceux qui le connaissent, évidemment, partageront cet avis. Coup de cœur parce que c'est vraiment un bateau qui est très confortable, et c'est un bateau qui, auparavant, était déjà un bateau de croisière expédition. Parce que avant d'être l'Exploris One, c'était un bateau qui appartenait à la flotte des Silver. C'était une flotte américaine et qui avait fait de ce bateau de 2011 à 2021 le bateau de croisière expédition le plus luxueux du monde. Au point que par la suite, c'est le prince Albert II de Monaco qui a parrainé ce bateau, qui pendant 2 ans s'est appelé le prince Albert II. Donc vous voyez, ce bateau, c'est un bateau confortable, un bateau taillé pour la croisière expédition, avec la coque qu'il faut. Et puis, il n'y a plus qu'à y mettre les guides qu'il faut et les passagers qu'il faut. Mais ça, c'est vous. Et pour parler de ce bateau, c'est Aurélie qui le fera bien mieux que moi. Merci Christian. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir pour vous parler de l'Heritage Discoverer. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce nouveau bateau qui rentre dans la flotte de grands espaces. Donc juste avant de rentrer dans les détails, je voulais vous redonner un peu une vision d'ensemble du Heritage Discoverer parce que c'est un navire qui est vraiment particulièrement intéressant et ce à plusieurs niveaux. Comme Christian vient de l'expliquer, c'est un navire qui nous permet de monter en gamme. On a eu l'Ocean Nova pendant 10 ans et maintenant on est sur un navire qui allie le confort et qui est taillé pour l'expédition. Donc on le répète jamais assez souvent, mais expédition d'abord et confort évidemment. Et c'est vraiment dans l'ADN de ce bateau. Christian vous a parlé un petit peu de l'histoire de ce bateau. Il est servi par une centaine de membres d'équipage, ce qui permet d'avoir un niveau de service qui est très élevé et surtout un équilibre entre intimité, confort et capacité d'exploration. C'est vraiment un navire très confortable et qui est conçu pour aller dans ces zones polaires exigeantes, mais bien sûr sans compromis sur la qualité de la vie à bord.
Donc, je ne vais pas revenir sur l'histoire du bateau, mais chose qui est importante parce que c'est une question qui revient assez souvent, c'est un bateau qui est avec une coque glace 1A et qui est doté de stabilisateurs, ce qui permet d'améliorer notamment le confort en navigation et ce qui est un point évidemment essentiel en zone polaire. Alors, je ne crois pas que Christian a évoqué le fait qu'on a eu plusieurs replis, plusieurs transformations à bord de ce bateau, notamment en 2008, 2018 et 2023, et qu'il bénéficie actuellement d'une remise à niveau complète en 2026 pour répondre aux standards actuels et également aux exigences environnementales dans ces zones polaires si fragiles. Alors, pour vous dire quelques mots sur ce bateau, hop, je vais essayer de passer la slide. Voilà. Donc, c'est un bateau qui est doté de 60 cabines et de 12 suites avec plusieurs salons d'observation, dont je vous montrerai quelques photos par la suite, une salle de conférence, un restaurant, un espace extérieur également pour se restaurer, des bars à bord, espace de bien-être et salle de sport. On retrouvera également tous ces équipements, mais avec l'esprit d'expédition d'abord. On est sur toujours la même philosophie pour grands espaces, c'est-à-dire que ces bateaux... avec ces bateaux navigueront nos guides scientifiques, naturalistes, qui vous donneront des conférences à bord, qui vous accompagneront lors des excursions. On est toujours sur cette approche pédagogique. Je me permets de le préciser parce qu'il y a une vraie différence entre la société qui exploitait avant l'Explorers One et nous. On est vraiment sur cette philosophie d'expédition. C'est-à-dire que si jamais on a une opportunité d'observation, eh bien, votre repas attendra peut-être et nous en profiterons pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment des expéditions qui sont dirigées par l'équipe d'expédition et non pour respecter les horaires de l'hôtellerie ou des choses comme ça. Voilà, c'est juste pour ceux qui connaissaient le bateau et la philosophie qui était... à bord avant, et maintenant elle est un peu différente, en tout cas avec grands espaces. On veut vraiment que ce soit une université polaire flottante à bord et mettre en avant cet esprit de découverte et ce partage de connaissances. Alors, on a parlé de confort jusqu'à maintenant, et je vais vous présenter les cabines. On va commencer avec les premières catégories de cabines, donc les cabines premium qui se situent sur le pont 3. Elles font entre 14 et 15 mètres carrés, elles sont dotées de hublots, de 40 cm de diamètre. Ensuite, nous aurons les cabines supérieures qui, elles, sont situées au pont 4. Elles font entre 16 et 18 mètres carrés. Et là, elles disposent de fenêtres sabord. Donc, c'est des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, mais qui permettent de laisser entrer une belle luminosité dans la cabine, donc de 80 cm sur 80 cm. Ça permet vraiment d'avoir des cabines très lumineuses. Et dans tous les cas, dans ces deux catégories de cabines, on retrouve un coin salon très agréable avec bureau, des rangements, une salle de bain en marbre avec douche. Donc déjà, sur ces premières catégories de cabines, on est sur un niveau de confort qui est déjà très solide. La slide suivante. Ici, on passe sur des catégories de cabines qui sont encore plus confortables. On a les cabines de luxe situées au pont 4 et les cabines océan qui sont situées au pont 3 et toutes deux font environ 18 mètres carrés avec de belles ouvertures sur l'extérieur. Sur la cabine océan, on a les fenêtres sabord de 80 cm sur 80 cm. Et là, sur la cabine de luxe, on est sur des fenêtres sabord encore plus grandes de 120 cm sur 110 cm. Donc vraiment, ce qui change, hormis la taille, parce qu'on est sur des catégories de cabines qui sont plus grandes, il y a aussi sur la cabine de luxe cette luminosité en plus qu'on peut avoir sur cette catégorie de cabine. Donc, on a vraiment une sensation beaucoup plus ouverte, si je puis dire, sur l'extérieur. Et toujours avec lit double, queen size ou twin, un coin salon et la salle de bain avec douche. Alors, ensuite, on monte en gamme avec les cabines balcon qui, cette fois-ci, sont entre 19 et 20 mètres carrés et qui disposent d'un balcon à la française de 1,5 mètre carré. Donc, pour bien comprendre, ces balcons à la française, ce sont des balcons sur lesquels on peut s'appuyer et ouvrir les baies vitrées coulissantes, mais ce ne sont pas des balcons où on peut mettre du mobilier, par exemple, à l'extérieur. Mais ça permet vraiment, déjà pour les photographes, d'ouvrir la fenêtre et pouvoir prendre des photos de meilleure qualité, mais aussi d'admirer le paysage depuis ce balcon avec cet air frais qu'on n'aurait pas sur les catégories que je viens de vous présenter. Ensuite, on arrive sur la cabine navigateur qui se situe au pont 7 et là, on est clairement sur une cabine
de catégorie premium, si je puis dire, avec beaucoup plus d'espace. On est sur 37 mètres carrés et là, on a un grand balcon de 8 mètres carrés, toujours avec une baie vitrée panoramique coulissante, avec beaucoup plus d'espace. Cette ouverture sur l'extérieur qui change tout, ça permet une expérience un peu plus immersive, si je puis dire. Et différence également avec les autres catégories de cabines, là, on retrouve une salle de bain avec cette fois-ci douche, mais aussi baignoire séparée. Donc, c'est toujours un petit plus. Ensuite, nous avons les suites Discoverer. Là, cette fois-ci, on est sur 39 mètres carrés avec 2 balcons à la française, avec c'est toujours ce principe de baie vitrée panoramique coulissante qui permettent d'avoir une vue sur l'extérieur. Cette fois-ci, on a un grand salon équipé d'un canapé lit. Sur cette catégorie de cabine, on peut avoir 3 participants, ce qui n'est pas possible sur les autres catégories de cabines. On a cette possibilité-là aussi sur les grandes suites et sur les cabines armateurs, mais il n'y a pas de cabine dite triple ou quadruple à bord de l'Heritage Discoverer. Donc, pour cette catégorie de cabine, on a aussi un grand dressing, ce qui est plutôt assez rare sur ce type de navire, et ce qui permet d'avoir un petit peu plus de confort à bord, surtout quand on navigue sur des durées de croisière qui sont un petit peu plus longues qu'à l'habituel, ce qui est le cas des croisières qu'on propose cet été. Donc, sur 10 jours, c'est très agréable de pouvoir ranger ses vêtements tranquillement dans un dressing. Et toujours avec ce principe de baignoire séparée et douche séparée. La grande suite, 57 mètres carrés. Donc là, on a un balcon privé de 8 mètres carrés. Ça offre vraiment un avantage conséquent d'avoir cet espace extérieur qui est très appréciable en expédition. Là, on parle plus simplement d'une cabine, mais on pourrait parler d'un appartement en mer. On retrouve vraiment cette sensation d'être à l'extérieur et de pouvoir profiter du paysage. Et ça apporte vraiment plus de lumière dans la cabine. C'est vraiment cette sensation d'être connecté avec l'extérieur que permet ce type de cabine. Et là, c'est pareil, on a un grand dressing, la salle de séjour avec un coin salon équipé d'un canapé lit, donc la possibilité d'accueillir une 3e personne également. Et toujours ce principe de douche et baignoire séparée pour cette catégorie de cabine. Et enfin, la dernière catégorie de cabine. Là, on est sur la suite Armateur. On en a 2 à bord. Elles sont situées au pont 7. Elles font 67 mètres carrés avec une terrasse privée de 15 mètres carrés. Donc là, on est sur la plus belle catégorie de cabine à bord de l'Heritage Discoverer. C'est vraiment un espace qui est unique à bord, qui offre à la fois confort, intimité. Cette typologie de cabine est tellement grande qu'elle permet aussi de recevoir d'autres participants. On a un aménagement qui est vraiment très spacieux et une séparation qui est claire entre l'espace nuit et le salon. Donc, c'est vraiment très, très, très agréable à vivre à bord de cette catégorie de cabine. Et comme je le disais pour les cabines précédentes, les suites, il y a baignoire et douche séparées pour ces catégories de cabines. Ce qui fait vraiment la différence, c'est cet accès à l'extérieur avec vraiment cette sensation d'espace, de liberté. On n'est plus vraiment simplement dans une cabine, on est sur un vrai lieu de vie à bord et qui permet de profiter pleinement de l'expédition à bord. Mais comme vous le savez, chez Grands Espaces, l'objectif, ce n'est pas de vous laisser longtemps dans vos cabines. Donc, je vais vous parler aussi des autres lieux qui sont à bord de ce bateau. Nous avons notamment un lieu qui est particulièrement agréable, qui se situe au niveau du pont 6 à l'extérieur. C'est un lieu plutôt détendu où l'on peut profiter du bateau, mais d'un point de vue extérieur. On y trouve notamment 2 jacuzzis, ce qui est clairement idéal pour récupérer après une grande marche. C'est toujours des moments assez particuliers pour se détendre. On peut aussi avoir un service de déjeuner rapide le midi, bien sûr quand le temps le permet, mais c'est vraiment avec une cuisine, si je peux préciser, plus conviviale, plus simple qu'au restaurant que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà, un espace très agréable et qui permet aussi d'échanger quand le temps le permet et de pouvoir faire des photos à l'extérieur. C'est vraiment un bateau où on a beaucoup d'ouverture extérieure et où il
il est très pratique pour les photographes et pour se rendre directement à l'extérieur quand une observation est en vue. Point qui peut être agréable également, ce sont les espaces bien-être. Donc, le jacuzzi, je viens d'en parler, mais il y a aussi sauna, hammam à bord et une salle de sport. Donc, pour ceux qui aimeraient se détendre après une longue excursion ou qui auraient envie de se réchauffer après une longue balade dans le froid ou qui culpabiliseraient après avoir bien mangé au restaurant, ce sont des choses qui sont disponibles à bord. Ce sont des services que nous proposons à bord qui sont entièrement gratuits évidemment, mais ça peut rajouter un petit peu plus de confort après une dure journée. Donc, qu'on s'entende bien, ce n'est pas... il y a 2 jacuzzis, l'espace sauna, hammam, ce sont des structures qui sont, on va dire, dimensionnées par rapport au bateau. Ce n'est pas des grandes structures, puisque voilà, c'est adapté à l'expérience, si je puis dire. Mais la salle de sport est quand même très agréable, avec vue sur le paysage. Donc, ce sont des lieux qui peuvent être intéressants pour récupérer. Ensuite, point d'orgue de ce bateau, la salle de conférence. Donc, c'est clairement pour nous l'espace central de vos croisières pour ces expéditions. C'est là que se déroule toute la partie pédagogique du voyage. On y propose notamment les conférences, les présentations de nos guides naturalistes. C'est un lieu aussi qui permet d'échanger, qui est régulièrement animé par les guides et les experts à bord, puisque Xavier vous en touchera peut-être 2 mots, mais on aura aussi des invités spéciaux à bord de ces croisières cet été. Donc, ce sont des lieux où on pourra notamment échanger avec eux et puis sur tout le panel de conférences que nos guides vous proposeront tout au long de votre croisière. Et c'est aussi là qu'on vous fera les petits récaps le soir sur les choses qu'on a pu observer durant la journée ou alors les briefings pour les journées à venir. Donc, c'est vraiment un des points centraux du navire. Voilà, c'est un espace très confortable et voilà, pour nous, c'est ce qui fait vraiment la différence avec une croisière classique. On est sur une expérience beaucoup plus enrichissante où on apprend en même temps qu'on explore et c'est pour ça que c'est un lieu vraiment important. Lieu aussi important, le grand salon qui est situé au pont 5, il est important parce qu'il est convivial, mais il est également important puisque c'est ici que se situe le bar principal du bateau. Donc, c'est clairement un lieu convivial, d'échange, où on va venir prendre un verre, on va pouvoir s'échanger les photos qu'on a pu prendre durant la journée, pouvoir échanger sur les observations ou simplement se détendre. C'est une ambiance qui est plutôt confortable et conviviale, voilà, avec des espaces assis très agréables. Donc, un lieu aussi important à bord de ce navire. Un petit peu plus cosy aussi, le salon panoramique qui est situé au pont 6 à l'avant du navire, qui est doté notamment d'une bibliothèque et qui a de grandes fenêtres qui permettent d'observer le paysage. Et c'est vraiment... donc, le lieu ne peut pas accueillir l'ensemble des participants, c'est un petit peu un lieu cocon où on va plutôt se détendre, se retrouver, lire un livre ou tout simplement admirer le paysage. Et ensuite, un lieu qui est également très important, le lieu où on va déjeuner, dîner et petit déjeuner, le restaurant, donc qui est très confortable et agréable, qui permet d'accueillir l'ensemble des passagers avec des tables de différentes tailles pour 2, 4, 6 passagers, toujours avec des grandes fenêtres qui permettent de garder un œil sur l'extérieur au cas où on verrait un ours, des baleines ou d'autres choses très intéressantes à l'extérieur. Il est doté également de on va dire, 2 petites, elles ne sont pas si petites que ça, 2 pièces à part qui permettent de privatiser également pour des groupes, donc ce qui peut être intéressant. Et on est toujours sur le même principe d'un buffet le midi pour gagner du temps, parce que généralement, on essaie de sortir le matin, l'après-midi. Et le soir, il s'agit d'un service à table. Donc, c'est une cuisine qui est de très bonne qualité, avec un service qui est toujours très attentif, dans une ambiance qui est plutôt élégante, mais conviviale. Je crois que j'ai fini avec les quelques photos que j'avais à vous présenter. Donc, si je devais conclure, c'est vraiment un bateau qui offre un bel équilibre, c'est-à-dire qu'on est toujours en dessous des 100 passagers. Nous le limitons volontairement à 100 passagers pour favoriser, bien sûr, l'expédition d'abord,
avec un niveau de confort élevé. Et pour ceux qui connaissaient l'Ocean Nova, on est clairement sur un niveau de confort. On est monté d'un cran, on est sur du 4 étoiles, comme Christian le disait, et avec des espaces qui sont pensés pour l'expédition et qui offrent vraiment cohérence à l'ensemble de cette aventure, de cette exploration. Et qui reste surtout, et c'est important, fidèle à l'ADN de Grands Espaces. On ne le dira jamais assez souvent, expédition d'abord et confort évidemment. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre à la fin de l'intervention de Xavier, je pense. Donc si Xavier, ouais, Laureline me confirme. Donc, voilà. Oui, je vois beaucoup de questions qui arrivent. Alors, on essaye d'y répondre aussi au fur et à mesure, mais on reprendra, je pense, les questions qui sont beaucoup posées à la fin pour eh bien, que tout le monde profite des réponses. Mais pour l'heure, on va laisser donc la parole à Xavier qui va nous présenter donc les itinéraires eh bien, à bord de l'Heritage Discoverer pour 2026. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais déjà me présenter un petit peu. Alors, moi, c'est Xavier Allard. Donc, sur certains des séjours sur le Discoverer, je serai le chef d'expédition. Ce seront les 2 derniers séjours, du 25 août au 3 septembre, sur le séjour au Spitzberg spécial banquise et observation des ours blancs, et également sur la dernière croisière du 3 septembre au 16 septembre, où là, ça sera l'exploration plus en direction du nord-est du Groenland. Donc, sur ces 2 dates-là, je serai votre chef d'expédition. Alors, moi, ça fait depuis 2014 que je travaille pour Grands Espaces. Et depuis cette date-là, j'ai guidé sur différentes tailles de bateaux, toujours des bateaux de petite capacité, ce qui est pour moi, je pense, comme pour toutes les personnes qui sont là ce soir, quelque chose qui est vraiment important, ce qui permet vraiment d'avoir une grande flexibilité et également une réactivité assez importante, assez rapide en cas d'une belle observation ou d'une espèce qu'on veut approcher avec les Zodiacs. Donc, je guide également sur des 12 passagers. Alors, c'est vraiment 2 types de bateaux. Il y en a pour tous les goûts. C'est pour ça que Grands Espaces propose aussi bien sur des bateaux de moins de 100 passagers que sur des petites unités, comme l'a dit Christian au début du webinaire, sur le Nanook ou le Grand Explorer, qui sont 2 bateaux de 12 places qui font également ce type de destination. On peut les retrouver au Spitzberg, au Groenland, et aussi dans d'autres endroits comme en Norvège. Donc, moi, depuis une dizaine d'années, un peu plus de 12 ans, exactement. Donc, je guide vraiment sur le Spitzberg et le Groenland. Je fais aussi beaucoup d'expéditions durant l'hiver en Norvège, entre les Lofoten et le Cap Nord. Et également, je pars un peu aussi en direction du Nunavut et parfois en Alaska. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu mes destinations. Et puis, je guide aussi quelquefois en Antarctique. Je voyais qu'il y avait beaucoup de questions sur les prochaines destinations du Discoverer. Il faut laisser un petit peu le temps de se mettre en place. Vous avez suivi un petit peu l'historique. Malheureusement, l'ancienne compagnie a fait faillite, ce qui a fait qu'il a été racheté. Donc, le temps que Grands Espaces se remettent un petit peu dans l'ambiance et proposent de nouvelles destinations, il faudra attendre un petit peu au fin mai, début juin. Par là, je pense que toutes les nouvelles destinations seront vraiment bien mises pour les prochaines années. Alors, moi, je vais revenir spécifiquement ce soir sur les 4 destinations de l'été prochain. Alors là, il y aura quelques cartes et quelques noms de voyages que vous pouvez retrouver sur le site Grands Espaces ou dans les catalogues. C'est toujours sympa d'avoir un catalogue à feuilleter. Vous pouvez aussi appeler directement l'agence pour avoir quelques renseignements. J'ai vu passer aussi des demandes sur les guides naturalistes, parce qu'en plus du bateau, la partie team expédition est très importante. C'est grâce à eux que l'expédition terrain se déroule, et avec toutes les connaissances que les guides peuvent vous apporter durant les sorties et également durant les récaps et également durant les conférences. Donc ça, vous pouvez retrouver toutes ces infos en contactant directement l'agence. Alors, on a déjà les noms également de certains invités, dont Vitus, qui était un ancien ministre des Finances du Groenland, qui sera sur la 2e expédition que je vous reparlerai tout à l'heure. Il y aura également Florian Ledoux,
qui est un photographe que certains connaissent certainement, hein, qui s'est spécialisé vraiment dans tout ce qui est comment dire, images des ours blancs sur le Spitzberg. Hein. Il avait fait des images pour le film de Walt Disney que vous avez certainement déjà vu. Il y aura aussi Christian Kempf, qui est le fondateur de Grands Espaces, qui sera aussi sur différentes dates, qui apportera ce côté vraiment familial hein, que Grands Espaces et qu'on veut vraiment amener dans nos expéditions, hein, parce que ça a vraiment commencé avec cette envie de Christian de partir avec des copains. Donc, en fait, une fois qu'on est à bord, on est un peu une bande de copains qui partons ensemble découvrir ces milieux qui sont, pour moi, des milieux vraiment incroyables et uniques, vraiment à découvrir plusieurs fois ou une fois dans sa vie. Hein. Pour certains, c'est vraiment un voyage d'une vie et pour d'autres, sont des destinations qui, comme on dit, hein, certains ont pris le virus de l'Arctique, donc c'est dur après, une fois qu'on y a goûté, d'aller ailleurs. Ou en tout cas, ça fait partie des destinations qu'on prend plaisir à revenir découvrir. Et ça, c'est pareil, hein, toutes ces personnes, tous ces invités, n'hésitez pas à contacter Grands Espaces, soit directement avec un petit mail ou en appelant au téléphone. Elles vous répondront à tout ça, parce que ce n'est pas évident en un webinaire de décrire tout le séjour. Alors déjà, il y a ce premier séjour-là, qui part du 6 au 15 août. Donc, ça va être vraiment spécial. Alors, c'est toujours pareil, éclipse solaire, hein, ça va être très dépendant de la météo, mais on va vraiment optimiser pour avoir l'observation de l'éclipse solaire. Mais ça, c'est quelques minutes durant la croisière. Hein. C'est vraiment un peu la cerise sur le gâteau de pouvoir avoir une belle éclipse dans le nord du Groenland, hein, parce qu'elle sera visible également à d'autres endroits, comment dire, en Europe, entre l'Islande et également une partie de l'Espagne. Mais ça permet, avec nos guides naturalistes qui seront à bord, hein, dont Fabrice Capvert, qui est lui un spécialiste de tout ce qui est astronomie, hein, il vous parlera un petit peu de tout ce qui est céleste, dont ces fameuses éclipses solaires. Alors, on a vraiment décidé, pour avoir une très belle observation de l'éclipse, de se mettre sur la ligne parfaite, hein, où l'éclipse sera la plus totale et la plus longue. Et ça, le chef d'expédition sur les 2 premières croisières, certains le connaissent certainement, c'est Vincent Lecomte, qui travaille à l'université de Dijon. Et donc, il fera en sorte d'être au bon endroit, au bon moment, pour avoir une belle observation de cette éclipse. Donc, comme vous avez vu, hein, le départ se fera depuis l'Islande. Donc, le voyage, pour certains, peut commencer ou finir en Islande, hein, qui est une terre aussi assez incroyable par ce côté unique, avec toute cette concentration d'activité volcanique. Peut-être que l'éruption également du volcan sera de la partie. Hein. Imaginez faire une observation d'une éclipse solaire et également d'une éruption volcanique. Ce serait quelque chose d'assez incroyable. Donc là, directement, une fois que le bateau, vous êtes embarqué sur le bateau, il y a traversé entre l'Islande et le Groenland, ça un peu moins de 24 heures, on est arrivé sur la côte de Blåsville. Et là, le but vraiment, c'est de remonter le long de la côte de Blåsville et arriver dans le Scoresby-Sound en visitant également le petit village d'Ikotormit, et ce qui permet d'avoir vraiment un petit peu une première approche, hein, pour certains, ou redécouvrir cet endroit-là pour d'autres. Hein. Parce que j'ai vu que dans les questions, il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà voyagé avec Exploris. Alors moi, j'ai guidé une fois pour Exploris, c'était un séjour en Écosse. C'est pour ça que je connais également un petit peu leur façon de travailler et aussi le bateau. Mais c'était vraiment une destination qui n'a rien à voir avec le Haut-Arctique. Hein. L'Écosse, c'est très beau aussi, mais ce n'est pas aussi sauvage et reculé que ces endroits du Haut-Arctique. Alors donc, une fois qu'on va arriver dans ce secteur-là, les journées seront assez dynamiques, hein, vraiment expédition en produit. Alors des fois, c'est assez difficile pour l'équipe d'hôtellerie d'arriver à suivre notre rythme, mais ils ont signé pour ça, hein, ils savent décaler le repas pour qu'il soit toujours chaud. Mais en tout cas, si on a une belle observation, un ours blanc, un groupe de narvals ou n'importe quelle espèce de mammifères marins, de grandes baleines, ou même un ours blanc, ou vraiment quelque chose d'assez unique qui se passe, hein, même un bel iceberg en forme d'arche, hein, durant la navigation dans toute la zone du Groenland, on peut rencontrer ces fameux icebergs cathédrales. Et bien là, le bateau et toute l'équipe à bord mettront tout en place pour que vous ayez vraiment la possibilité d'aller observer
comment dire, ces scènes de vie groenlandaise. Alors, je vais peut-être passer à la suite, parce que je parle pas mal, mais on avance quand même un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Voilà. Alors ça, c'est pareil, hein, tout ce qui est programme. Pour ceux qui ont déjà fait de la croisière expédition, tout ce qu'on met jour par jour, c'est vraiment pour vous donner une indication, hein. Si les conditions sont bonnes et que tout se passe bien, on essaye de coller au maximum. Alors des fois, ce n'est pas que ça ne se passe pas bien, c'est juste que on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, un groupe de mammifères marins, d'ours blancs ou des groupes de bœufs musqués ou même d'autres espèces, hein, parce que plus on va monter vers le nord du Groenland, on peut voir aussi d'autres espèces comme le loup arctique, hein, qui est possible à observer. C'est très rare. Moi, j'ai fait l'observation l'été dernier, mais c'était sur l'autre côté, c'était sur le nord-ouest du Groenland. Donc, tout est possible, hein, et même pour certains ornithologues qui sont passionnés par des oiseaux assez spécifiques de ces zones-là, hein, dès qu'on arrive dans le parc national du nord-est du Groenland, on peut observer la chouette harfang, du faucon gerfaut. Hein. C'est des observations l'année dernière. Alors, ce n'était pas sur le même bateau. Hein. Les observations ne dépendent pas du bateau auquel on va aller. Hein. Ça dépend beaucoup un petit peu de la chance et également de l'équipe de guides naturalistes et du chef d'expédition qui sait où aller. Hein. Parce que, comme je dis, un bon guide ou un bon chef d'expédition, ce n'est pas quelqu'un qui fait le tour du monde pour essayer de visiter le maximum de pays. C'est un guide ou un chef d'expédition qui répète toujours la même destination pour la connaître sur le bout des doigts. Donc, pour pouvoir vous emmener au meilleur endroit, au meilleur moment, pour avoir vraiment le plus de sens de voir de belles choses. Donc, je reviens un petit peu sur la flexibilité de l'itinéraire. Hein, comme je vous ai dit, hein, ça va être très dépendant aussi des conditions météorologiques. Alors là, on est quand même dans la rivière apolaire. Alors, c'est un petit surnom qui est donné à ce secteur-là, hein, toute cette partie nord-est du Groenland, hein, qui est protégée par un courant froid qui vient de l'océan Arctique. Hein, donc, il y a peu d'évaporation. Donc, si l'océan ne s'évapore pas, il crée très peu de nuages. Donc, il y a beaucoup moins de précipitations qu'à d'autres endroits, comme par exemple en Islande, où là, les conditions climatiques sont bien différentes. Donc, on n'est pas loin de l'Islande, mais en tout cas, les conditions sont bien meilleures. Alors, bon, je ne parle pas de la côte de Blåsville. Hein, certains l'ont peut-être déjà navigué, très connu pour son brouillard bien épais avant d'arriver à l'intérieur des fjords. Hein. Mais en tout cas, une fois qu'on passe au nord de cette côte-là, les conditions sont bien favorables. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur le mal de mer. Alors, ça reste un bateau, certes petit pour l'industrie maritime. Hein, ce pas des bateaux de milliers de personnes avec des gros stabilisateurs, etc. Puis ça dépend beaucoup de votre sensibilité. Mais en tout cas, c'est un bateau qui a bien fait ses preuves dans la haute mer. Hein. Même, il a été en Antarctique et dans ces endroits où la mer bouge pas mal. Donc, c'est un bateau qui est bien stable. Et les conditions, à partir de l'époque où on va aller au Groenland, sont quand même assez cool, on va dire, entre guillemets. Donc, pas de risque de grosses tempêtes. Mais après, ça dépend énormément de votre sensibilité. Donc, on conseille toujours d'avoir un petit médicament au cas où ça se passe mal. Mais ce n'est pas là où vous allez avoir vraiment un grand mal de mer. Rassurez-vous. Alors ça, c'est sur le deuxième séjour. Hein. Vous avez vu, le premier séjour fait une boucle entre l'Islande et l'Islande. Hein. Il part et il revient en Islande. Et celui-là, c'est un aller simple qui permet de monter encore plus au nord. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on arrive déjà mi-août. Et c'est quand la banquise, le long de la côte du nord-est, commence à être la plus petite. Hein. Et vous avez vu, hein, sûrement avec les conférences aussi de Léo Déco, hein, qui sera sur deux de nos croisières avec moi. Hein, je vous avais marqué là, dans le chat qui sera sur les 2 dernières croisières. Donc, si certains le connaissent, il y aura aussi d'autres guides que vous avez certainement déjà dû rencontrer lorsque le bateau s'appelait Exploris. Et donc là, on va monter droit en direction du nord. Et avec les années de plus en plus chaudes, cette fameuse banquise qui descend le long de la côte du Groenland est plus en plus, plus en plus au nord, donc ce qui permet d'aller découvrir des nouveaux endroits. Et donc là, le but, c'est de monter en direction du parc national, monter au-delà de la baie de Dove, l'île Shannon, et pourquoi pas aller jusqu'à l'île de France. Et après, on traverse en direction de Longyearbyen, arriver au Spitzberg, et là, on débarque pour pouvoir après reprendre l'avion. Donc ça, c'est vraiment la deuxième croisière qui dure 12 jours. Alors, dans toutes ces croisières, alors la première, il y a cette petite, c'est comme assez impressionnant, il y a l'éclipse solaire qui est vraiment mise en avant, avec bien sûr d'autres choses, hein, des observations
d'animaux. Il y a également tout ce qui est histoire locale. Alors ça, je vous montrerai quelques photos que j'ai prises lors de différentes expéditions que j'ai faites dans ces endroits-là. Mais comme je dis, on aura beau parler des heures derrière des ordinateurs à vous montrer des photos, la seule façon de se rendre compte vraiment de l'endroit, c'est d'y aller pour vraiment le vivre à votre façon, et c'est vous qui prendrez des meilleures photos que moi, je pense. Donc ça, c'est vraiment sur la deuxième expédition. On part d'Islande et on termine au Spitzberg. Alors là, il y aura également l'équipe de guides naturalistes, et ça sera toujours Vincent Lecomte, et c'est sur cette croisière qu'il y aura pas mal d'invités d'honneur, hein, dont Vitus, hein, cet ancien ministre groenlandais des Finances, et qui apportera vraiment cette vision un petit peu moderne du Groenland, avec un peu toute la géopolitique qu'on a pu entendre ces derniers temps autour de cette grande île. Et il y aura également d'autres guides naturalistes, hein, des historiens, des ethnologues, glaciologues. Il y aura également une géologue, il y aura Élodie Marcheteau, peut-être que certains ont déjà navigué avec elle. Elle sait bien lire dans les cailloux, hein, elle ne vous lira pas l'avenir, mais en tout cas, elle pourra bien vous décrire un petit peu toutes les montagnes qu'il y a dans ce secteur-là, qui sont assez diverses et variées. Et aussi l'intérêt l'intérêt minier et de toutes ces prospections qu'on peut avoir autour de ces grands espaces naturels. Donc, ça va vraiment aborder différents thèmes. Alors là, j'ai passé à la suivante. Alors voilà, là, on change totalement de décor, hein. On est quand même toujours dans le haut Arctique, hein, mais c'est un archipel qui est quand même assez incroyable, hein. C'est une petite étendue de terre au milieu de l'océan, et ça va concentrer énormément de faune. Alors, je reviendrai un petit peu justement avec les photos, hein. Là, je vous mets un petit peu en avant un peu les séjours, mais je reviendrai un peu plus précisément avec quelques images. Alors ça, c'est le séjour qui est dédié vraiment à la recherche des ours sur la banquise. Alors même les autres circuits, hein, sur le Groenland, on va aussi tout mettre en avant pour essayer de voir le seigneur de l'Arctique qui est l'ours. Il y a également de la navigation dans la banquise, mais cette croisière-là est vraiment dédiée à rester quasiment 3 jours au milieu de la banquise, au nord de la terre du Nord-Est, qui est un bon coin pour les ours blancs, hein, parce que les ours blancs, il y a des grosses concentrations à certains endroits, et un petit peu au nord de l'île Blanche. Alors, ça va dépendre un peu du retrait de la banquise, mais en tout cas, il faut qu'on se trouve à une bonne distance, à plus de 12 000 des côtes de l'archipel, hein, parce que maintenant, vous êtes tous informés que sur l'archipel du Svalbard, sur le Spitzberg, comme nous on nomme en Europe du Sud, l'archipel du Svalbard, il y a des restrictions pour les approches des ours, sauf quand on est dans les eaux internationales, dont la mer gelée, dans l'océan Arctique. Donc, c'est pour ça qu'on va aller prospecter par là-haut et passer du temps dans ces grandes étendues de banquise. Alors, sur l'archipel en elle-même, il y a 2 distances à respecter. C'est 500 mètres avant le mois de mai, et après, c'est 300 mètres. C'est pour éviter les contraintes des ours avec les bateaux qui passent régulièrement les observer. Et même si nous, on monte bien au nord, les chercher un endroit où il n'y a pas de réglementation, ce n'est pas pour autant qu'on va faire n'importe quoi. On va vraiment faire des approches en prenant compte de l'attitude des ours, mais essayer de vous offrir vraiment de belles observations. Donc là, ceux qui sont vraiment à la recherche de belles observations d'ours, c'est certainement sur ce séjour-là qu'il va falloir venir. Alors, comme je vous dis, hein, ce n'est pas parce que les autres ne sont pas dédiés aux ours qu'on n'en croisera pas, mais là, c'est là où il y a le plus de chances de les voir sur la banquise. Même au Groenland, une fois qu'on est dans les terres, hein, souvent on fait des observations d'ours blancs sur la côte. Alors là aussi, il y a des distances, mais qui sont moins drastiques que sur le Spitzberg pour les observations d'ours, mais souvent on essaye de voir les ours blancs dans leur milieu. Et vraiment, leur milieu, sont ces grandes étendues de banquise, hein, dans l'idée qu'on a, hein, même si leur milieu peut être vers des fronts glaciaires ou sous des colonies d'oiseaux pour essayer de manger un petit peu ce qu'ils peuvent trouver. Donc ça, c'est une croisière de 10 jours qui se trouve en fin de saison. Donc, c'est une bonne période pour tout ce qui est mammifères terrestres, mais il y a un peu moins d'oiseaux. Ça, je ne vous le cache pas, cette période-là, les oiseaux sont plutôt à l'envol. Alors, on peut voir encore des endroits où les colonies vont se vider. Alors, c'est assez intéressant, hein. C'est comme en Antarctique. J'ai vu que dans le chat, il y a pas mal de personnes qui ont été en Antarctique.
chaque période a un petit peu sa spécificité. Si vous allez tôt en Antarctique, vous voyez les colonies qui commencent à grossir avec la ponte des œufs. Et si vous allez en fin de saison, vous voyez le jeune poussin qui est éclos. Là, c'est la même chose sur les grandes falaises, dans les falaises de Guillemot et toutes les autres espèces. Donc, c'est un peu une autre façon d'observer. Et là, on arrive au mois de septembre. Et là, le soleil passe déjà pas loin des montagnes, donc ce qui permet d'avoir des belles lumières. Souvent, l'été, quand on va en plein été, on a des journées sans fin. Le soleil ne se couche jamais, mais des lumières très, très blanches, que là, on va commencer à avoir de belles lumières. Ce sont des saisons assez intéressantes pour tous ceux qui font un peu de la photo de paysage et des ambiances de banquise avec des soleils un petit peu moins blancs qui commencent à frôler l'horizon. Hop, je reviens derrière. Ça, c'est la dernière. Alors, je vois si je peux le dire, c'est peut-être ma favorite, parce que c'est celle où on va aller à l'extrême nord-est du Groenland. Parce que vous avez vu la date, déjà, on commence 3 septembre. Donc là, c'est ça, du 3 au 16 septembre. Un séjour assez long, parce qu'on va essayer de monter le plus au nord. Alors là, sur les 2 dernières, comme je vous ai dit, ça sera moi le chef d'expédition. Donc après, je ne fais pas n'importe quoi. Il faut aussi que je prenne avis avec le capitaine. C'est un peu un binôme qu'on fait avec le capitaine pour pouvoir essayer de vous offrir le meilleur itinéraire. Mais là, en tout cas, le but, et puis ce que j'espère, c'est de pouvoir monter le plus au nord, découvrir des endroits où peu de monde ont été, et puis pouvoir vous proposer vraiment des ambiances bien différentes entre le nord-est du Groenland. Et après, une fois qu'on arrivera jusqu'en bas sur la côte de Blosville, où déjà sur ces différentes latitudes, le climat et les conditions sont bien différentes. Ça, pour ceux qui viendront, on vous en parlera durant le séjour. Donc ça, c'est une expédition assez incroyable. Peut-être qu'on sera un des premiers bateaux à monter aussi au nord à cette période. Parce qu'on ne pourra jamais concurrencer le brise-glace Charcot ou les autres brise-glaces qui, eux, ne sont pas gênés par la banquise. Mais en tout cas, de pouvoir monter avec le Discoverer et tenter cette expédition, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, on verra. On verra qui c'est qui veut venir avec moi et toute l'équipe. Et puis, on tentera notre chance pour monter le plus au nord possible. Mais on n'oubliera pas après, bien sûr, de redescendre. Et puis là, on repassera par les coins un peu sympas comme le parc national du Nord-Est avec différents grands fjords, dont le fjord de François-Joseph, les montagnes colorées ou également le petit village d'Itokotormit qui est le seul endroit habité par des Inuits dans ce coin-là. Alors voilà, c'était juste pour vous mettre un petit peu, dans un peu l'eau à la bouche, on va dire. Après, ce sera à vous de décider ce que vous voulez faire comme séjour. Je crois que c'est même possible de tout faire, mais bon, là, il faut gagner au loto, on verra. Alors, je vais passer à l'image quelques photos, comme ça vous permet de vous rendre compte un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir voir durant le séjour. Alors ça, c'est, comme je vous l'ai dit, une sélection photo que j'ai faite et que certains passagers m'ont également passé, comme là, on voit, c'est Georges Basile, qui était un passager avec qui j'ai fait un séjour au Spitzberg. Et donc, ça sera plus pour ceux qui vont faire le séjour spécial ours blanc au Spitzberg, où on peut voir des grandes populations de rennes. Et surtout, là, ça sera la période où les mâles, vous avez vu là, ont les beaux bois, c'est-à-dire qu'ils ont perdu tous les velours. Et c'est quand ils vont commencer à rentrer un peu en rut, parade, un peu le brame. Alors, ils ne brament pas comme les cerfs, mais en tout cas, c'est une belle période. Il y a également la toundra qui va commencer à devenir un peu colorée. Donc, c'est un peu des images qu'on pourra, du moins des observations qu'on pourra faire durant ce séjour. Alors, bien sûr, les incontournables morses, ça sera surtout sur le Spitzberg également, des grosses populations de morses. Un peu plus de 4500 morses qui sont revenus de la terre François-Joseph, qui sont venus se mettre sur cet archipel. Alors, ça, c'est pareil, une photo de Georges Basile. Alors, j'ai mis un peu les deux, soit des miennes, soit aussi de passagers. Comme ça vous permet de voir aussi ce que d'autres personnes font. Il ne faut pas croire que c'est toujours des photos idéales. En fait, c'est des photos un peu de tous les jours. C'est sur plusieurs séjours, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut observer. Dont les grandes baleines, au niveau du Scoresbysoon ou à d'autres endroits. Je ne vais pas vous donner tous mes bons coins à baleines. C'est comme les champignons, il ne faut pas trop tout divulguer le premier jour, mais en tout cas, on vous amènera dans ces bons coins-là, parce qu'il y a des zones de tombants où les animaux vont venir s'alimenter.
également des zones proches de la banquise. Donc, on peut observer différentes espèces de baleines, hein, du beluga en passant par les grandes baleines, comment dire, à bosse, et également, pourquoi pas, le narval. Ça, il n'y aura que les plus observateurs. Alors, je vous conseille déjà d'utiliser vos jumelles, hein, parce qu'on se fait souvent une idée un peu du narval. Alors, le narval, c'est un peu un fantôme, c'est un peu une petite vague. Et en tout cas, il faut être bon jumeleur, même en tant que passager. Alors, des fois, ils nous font de beaux spectacles très proches du bateau, mais souvent, il faut les regarder un petit peu de loin. Mais peut-être qu'on pourra également en observer. Alors, ça, c'est du lièvre arctique, qui va être blanc durant toute l'année. Alors, il y a certaines espèces qu'on voit que sur le Groenland et d'autres qu'on voit que sur l'archipel du Svalbard. Donc, le lièvre qui, lui, est vraiment sur le Groenland. C'est un animal qui ne change pas de couleur. Il est blanc comme ça. C'est dans son évolution, hein. Ça coûte quand même de l'énergie de changer de pelage. Et même si l'été, il n'y a plus du tout de neige, le fait d'être blanc, c'est un peu comme un ours polaire, un ours blanc, hein. C'est assez difficile de les voir, même au milieu d'un champ de pierres, hein, tellement qu'ils sont immobiles. Donc ça, c'est une espèce qu'on peut voir plutôt sur le Groenland. Donc ça va dépendre un petit peu de ce que vous recherchez. Certains complètent un peu les séjours Spitsberg avec un séjour au Groenland, où là, il y a beaucoup d'icebergs et d'autres espèces de faune. Je vous ai mis quelques images de bœufs musqués qu'on peut retrouver pas seulement au Groenland, mais en Spitsberg et Groenland, c'est seulement sur le Groenland qu'on peut les observer. Alors ça, c'est la visite de la communauté d'Itokotormit, où là, on fait une visite guidée avec Pierre Tavernier, qui sera, lui, durant l'été, au petit village, hein, parce que Grands Espaces a également une structure sur Itok. Donc, en tout cas, on peut découvrir un peu cette vie, cette culture inuit, qui est assez intéressante, parce que, comme j'ai vu, hein, sur ceux qui parlaient des anciens séjours que vous avez faits, hein, il y a d'autres endroits, il y a d'autres communautés au Groenland, mais il y a vraiment deux cultures différentes entre la côte Est et la côte Ouest. Ils n'ont pas tout à fait le même langage. Et durant les séjours, il y aura Christiane Drieux, qui est vraiment une spécialiste du Groenland et du monde inuit. Et également Valentine, une autre guide que certains ont certainement découvert sur Exploris, qui est également une spécialiste du monde inuit, mais plutôt canadien. Mais elle a beaucoup appris également sur les Inuits du Groenland. Donc, avec la diversité de guides naturalistes, ça vous permettra vraiment d'avoir une vision globale entre les grands espaces, la science et également tout ce qui est culture et histoire locale. Donc ça, c'est une image, hein, on voit derrière l'Ocean Nova. Il faudra bientôt changer ces images avec maintenant le Discoverer. C'est l'ancien bateau qu'on utilisait. On a utilisé l'Ocean Nova pendant une dizaine d'années. Et comme vous avez compris, à partir de cet été, on va utiliser le Discoverer. Donc ça, c'est une image faite avec un drone. Où on voit l'équipe de guides débarquer sur une plaque de banquise. Alors, pareil, on fera aussi des activités où on ira marcher sur de la banquise, hein, ce qui reste quand même quelque chose d'assez incroyable. Parce que même moi qui fais ça depuis déjà quelques temps, les journées banquise, pour moi, restent vraiment des journées uniques. Alors, c'est un petit peu marcher sur la Lune, mais sur Terre, hein, parce que c'est un endroit qui est éphémère, qui bouge en permanence. Maintenant, vous êtes tous au courant que ce milieu-là, tout doucement, est en train de disparaître et d'être sur cette mer un peu, cette mer figée, cette mer, moi, elle n'est pas figée vu qu'elle est mouvante, mais en tout cas, ce lieu un peu mythique, hein, parce que beaucoup d'expéditions ont disparu en tentant de découvrir le passage du Nord-Ouest, passage du Nord-Est ou même la découverte du pôle Nord, hein. Donc, c'est un lieu qui est très, avec, comment dire, on repart jamais, on repart un peu différent une fois qu'on a découvert cet endroit-là. Alors voilà d'autres espèces, phoques barbus. Alors il y a beaucoup d'espèces de phoques dans l'Arctique, mais c'est celui qui est le plus sympa à photographier, parce qu'il aime bien se prélasser sur des plaques de banquise ou sur des morceaux d'iceberg. Ça, dans les différentes croisières, Groenland ou Spitsberg, c'est un animal qu'on voit assez régulièrement. Barbu, ça vient de ces grandes vibrisses qu'il utilise pour pouvoir détecter sa nourriture dans les eaux un peu turbinées ou dans les milieux où il n'y a pas beaucoup de visibilité. C'est un peu comme les poils, les moustaches des chats. Alors ça, ce sont les grandes envolées d'Eider à duvet. Alors là, vous avez vu, il y a l'autre espèce qui est l'Eider à tête grise, un King Eider, celui qui a la tarentule, là, cette excroissance au niveau de la tête qui fait un peu comme une couronne orangée.
Donc ça, c'est vraiment une espèce d'oiseau qu'on voit assez régulièrement. Alors, ce n'est pas un vulgaire canard, hein, c'est un eider, c'est un oiseau assez incroyable. Et même les trappeurs, ou encore maintenant, hein, ils récupèrent leur duvet, parce que c'est le duvet le plus chaud. Comment dire, c'est plus chaud encore que toutes les matières synthétiques. C'est vraiment un duvet très isolant. Donc ça, c'est une autre espèce d'oiseau, le lagopède arctique. Alors, je passe un peu, hein. Après ça, durant les croisières, on reviendra un peu sur tout ça, hein. Encore un phoque barbu. Vous avez vu, celui-là, il n'a pas la tête trop rouge, parce que dans les endroits où il pêche, les fonds ne sont pas trop ferreux, donc ça ne lui teint pas le pelage. Également, les grandes colonies de morses, hein, on prendra plaisir à vous faire observer et s'approcher de cette espèce de pinnipède. Donc, voilà quelques images également de paysages. Côte de Blosseville. Alors, je vous ai dit, la côte de Blosseville au large, elle est noyée dans le brouillard. Mais une fois qu'on arrive à l'intérieur, c'est une côte assez déchiquetée avec des montagnes, structures volcaniques, hein, des anciennes éruptions volcaniques, un peu comme le nord-ouest de l'Islande. On retrouve un petit peu le même type de paysage, mais là avec ces fameux grands icebergs. Ça sont les roches colorées. Alors ça, Élodie Marcheteau ou Audrey Roustio vous en parleront mieux que moi, hein, tout ce qui est géologie. Mais en tout cas, ce sont des endroits, ces roches colorées, c'est un endroit assez incroyable. C'est dans le parc national du Nord-Est Groenland. Les montagnes sont peintes. Il y a vraiment de très belles couleurs. Alors bon, là, c'est une autre image. Là, il y a le Grand Explorer, qui est justement l'autre bateau sur lequel j'aime beaucoup travailler pour grands espaces. Là, c'est un bateau 12 passagers, mais peu importe. Ça, c'est également dans le parc national du Nord-Est Groenland, où il y a eu toute l'histoire plus moderne des trappeurs norvégiens qui sont venus jusque-là. Donc, c'est un endroit maintenant qui est inhabité, hein, sauf par quelques militaires. Et à une époque, il y avait énormément de trappeurs norvégiens qui venaient ici pour trapper toutes les espèces où il y avait une rentabilité avec leur fourrure. Donc, on vous fera également découvrir ces lieux-là. Parce que vraiment, découvrir un endroit, ça passe par différentes choses, hein. Il y a l'émerveillement, mais il y a aussi la connaissance, aussi bien scientifique qu'historique. Ah, voilà le fameux bœuf musqué, un animal assez emblématique du Grand Nord et un peu de la dernière période glaciaire, hein. C'était une espèce qui vivait en Europe. Donc, en fait, monter en Arctique, c'est un peu un bond dans le passé, ou également un peu une randonnée en haute montagne, hein, parce qu'il y a des grands glaciers qui arrivent en bord de mer. Donc, en tout cas, cette espèce-là est assez commune dans le parc national du Nord-Est Groenland, qu'on ne retrouve pas sur l'archipel du Svalbard. Donc, dans les années 60, ils avaient tenté une introduction qui a totalement échoué, parce que l'animal est vraiment adapté à des climats très froids et secs, et l'ouest du Spitzberg est beaucoup plus humide, donc des conditions qui ne lui plaisaient pas trop, donc l'introduction a totalement échoué. Ah, de nouveau un lièvre. Voilà. Alors ça, c'est sur le village d'Itokotormit. Alors, ce n'est pas facile à dire, souvent on dit Itok. Alors, c'est les maisons préfabriquées danois, qui sont assez typiques de tous les villages groenlandais, hein. Ils ne s'étaient pas trop cassé la tête. Ils faisaient des maisons au Danemark, ils mettaient sur des bateaux, puis ils construisaient ça assez rapidement pour sédentariser les populations inuites, pour plus facilement pouvoir les contrôler, hein. Il ne faut pas se leurrer, c'est de la colonisation, hein. Je pense que certains connaissent un peu l'histoire du Groenland avec les Danois et tous ceux qui sont venus s'implanter dans cette région-là. Mais en tout cas, ces maisons colorées, c'est un petit peu de la couleur au milieu de ce monde assez minéral, surtout en hiver, hein. Il faut imaginer qu'il y a plusieurs mois, à certaines latitudes, quasiment pas de jour, et également que du blanc. Donc, de voir ces petits villages colorés, c'est un petit peu, ça réchauffe le cœur. Ah, voilà les fameux icebergs du nord du Groenland, hein. Tous les séjours nord-est du Groenland, hein, ça va être vraiment un peu l'image qu'on va essayer de vous montrer, ces fameux icebergs cathédrales, et certains ont même des arches, hein. Ce sont des icebergs qui sont assez énormes, hein. L'année dernière, le plus gros qu'on a pu observer, il faisait 120 mètres de haut. Alors ça, c'est vraiment la partie hors de l'eau, mais il y a toute la partie sous l'eau. Donc, ce sont vraiment des icebergs montagnes, hein. De toute façon, iceberg, berg, c'est montagne en norvégien, et ice, donc les montagnes de glace. Et ça, c'est vraiment dans cette partie-là qu'on peut observer vraiment des énormes icebergs. Et surtout, sur la dernière croisière, Groenland,
où là, on va aller dans les zones avec les plus grands champs de tabulaires. Les tabulaires sont également des icebergs, mais comme leur nom l'indique, sont des tables. Là, c'est plutôt des icebergs cathédrales avec des formes assez sculptées. Et les tabulaires se trouvent plutôt dans le Grand Nord. Et ce sont des endroits où il y a des cimetières de tabulaires. Donc, il faut imaginer des paysages englacés de partout. Alors, je regarde à côté. Est-ce qu'on peut observer des retournements d'iceberg? Oui, ça, c'est possible, des effondrements, des retournements. C'est pour ça que tous les guides qui pilotent les zodiacs sont très vigilants. On doit quand même garder des distances de sécurité en cas de projection de morceaux de glace. Ça peut aller très vite et faire, ça peut être très, très dangereux si on est proche, mais à bonne distance. Oui, on peut voir des retournements ou des effondrements, quoi, ou également des glaciers qui vèlent. Alors ça, c'est quelques fleurs. Peut-être qu'il y a des botaniques parmi vous, parce que je balaye un petit peu large entre l'histoire, la faune. Je sais que tout le monde est très, très attaché à la faune terrestre ou faune marine. Après, il y a les oiseaux qui sont aussi très intéressants, mais également le monde végétal est quelque chose d'assez incroyable. Et je vous conseille de commencer la botanique dans les régions nordiques, parce qu'il y a quelques centaines, voire milliers d'espèces différentes, que dans les Alpes, c'est quelques dizaines de milliers. Donc, c'est beaucoup plus facile. Alors ça, c'est l'épilobe. Il y a différentes sous-espèces d'épilobe, qui est la fleur emblématique du Groenland. C'est dans Carlsberg, c'est un fjord aussi au Groenland, où on voit un mixte entre un bel iceberg et un beau front glaciaire. Alors, faut pas penser que l'iceberg vient forcément du glacier qui est juste à côté. Les icebergs suivent les fameux courants marins, comme la dérive de la banquise. Donc, des fois, certains icebergs font des voyages de plusieurs centaines, voire plus de kilomètres entre le nord, le sud, comme dans la baie de Melville. Ils font le tour de la mer de Baffin, ils partent de la baie de Biscay, ils remontent au nord et redescendent le long de la côte canadienne. Donc celui-là, je ne pense pas qu'il vienne de ce glacier. En tout cas, ça donne une petite échelle. En bas, à gauche, on voit un zodiaque. De nouveau, des grands paysages dans le fond de Scoresby Sound. Au niveau d'Itok, des beaux paysages sculptés par l'érosion glaciaire, très, très typique, des montagnes avec des grandes falaises et des fonds en U, qui a donné naissance soit des vallées glaciaires ou soit des fjords. En tout cas, là, pour ceux qui aiment bien les paysages de haute montagne qui tombent à pic dans la mer, c'est un endroit parfait. De nouveau, de belles photos. Vous voyez, ça, c'est des observations où on voit le zodiaque. Alors là, on est quand même à 400 mètres de l'iceberg. Et pourtant, quand on est à 400 mètres, c'est quelque chose de démesuré. Et là, c'est vraiment pour vous montrer ceux qui étaient inquiets du mal de mer. Je pense que dans des conditions comme ça, il y a peu de risques d'être pas bien. Voilà quelques images également d'ambiance paysagère. Alors là, je retourne un petit peu sur la culture inuite. Alors ça sont les vestiges historiques des différentes civilisations inuites. Il y a eu plusieurs arrivées de populations inuites qui sont implantées puis après qui ont disparu. Alors ça sont les Thuléens qui sont les derniers Inuits à être implantés. Donc les habitants actuels descendent de cette dernière vague de migration qui venait du Canada. Ils traversaient les bras de mer et les chenaux quand la banquise était présente. Et donc là, on voit leur habitat traditionnel qui était fait de pierres et de tourbes. Et ça, c'est l'entrée. Parce qu'on a souvent cette image un petit peu de l'Inuit qui vit dans un igloo. Alors ça, c'est seulement au printemps, au moment de la chasse, vu que c'était un peuple à l'époque nomade. Ils partaient chasser les différentes espèces et l'igloo, c'était l'habitat, de construction lors de leur déplacement printanier pour pouvoir s'abriter. Sinon, la plupart du temps, ils vivaient dans des maisons en pierre et de tourbe. Alors voilà d'autres images, encore un bel iceberg. Et vous voyez, on voit un petit peu les lumières du soir là, que je vous parlais. Dès qu'on arrive au mois de septembre, le soleil est déjà bien bas sous l'horizon. Même en septembre, il va passer sous l'horizon, ce qui permet également d'observer des aurores boréales. Alors là, je retourne au Spitzberg. C'est également pour vous montrer un peu les paysages. C'est la falaise d'Alkefjellet, la falaise aux Alcidés. On pourrait la traduire. Il y a beaucoup de guillemots de bruniques à cet endroit-là. Et c'est un endroit aussi très intéressant au point de vue de la
la géologie. Alors là, je vous parle un petit peu comme si on était à bord du bateau, hein, mais voyez un petit peu, c'est un peu pour vous donner un peu l'ambiance. Hein, on est vraiment touche à tout, très opportuniste. Donc, un peu de vous décrire ces images, c'est un peu ce que vous allez vivre un peu au jour le jour avec les différentes activités, sorties Zodiac. Il y en aura plusieurs fois par jour. Alors, en général, il y en a 2, mais s'il y a vraiment une belle observation ou quelque chose de vraiment très intéressant, il peut y avoir aussi trois activités. Alors, soit des débarquements à terre ou soit des croisières Zodiac. Et ça va vraiment rythmer nos journées. Alors, de nouveau, des paysages de grands glaciers. Je pense qu'on vient tous dans le Grand Nord pour voir ces grands glaciers, hein, ou même la glace sous toutes ses formes, hein, entre banquise, iceberg, front glaciaire. De nouveau, un petit peu de botanique avec la silène à col ou la fleur boussole. Ça, c'est une image au Spitzberg. Alors voilà, ça, c'est les grands champs de braches et de petits bourguignons. Alors, ce sont des noms donnés aux tailles d'iceberg. Hein. Chaque taille va avoir un nom. Hein. C'était les navigateurs qui aimaient bien tout nommer pour savoir dans quoi ils allaient passer. Donc, avec nos zodiacs, on navigue là-dedans. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Il n'y a que le mécano qui n'aime pas trop parce qu'il dit que ça use les caoutchoucs des zodiacs, mais nous, on aime bien. Alors, vous rassurez, hein, ça ne va pas percer le zodiac. Hein. Ce sont des zodiacs qui sont militaires, hein, de bonne construction. Il y a que les morses avec leurs dents qui arrivent à percer le zodiac. Ah, voilà, j'ai quand même mis quelques photos d'ours. Hein. C'est quand même l'animal, je pense, qu'on espère tous voir quand on monte dans l'Arctique. Hein. C'est un petit peu comme le lion en Afrique ou d'autres espèces qui sont vraiment spécifiques à un milieu. Alors après, il ne faut pas s'arrêter que sur l'ours. Hein. Tout le voyage est incroyable. L'ours est également une autre cerise sur le gâteau, hein, mais on va vraiment optimiser la navigation, les observations pour pouvoir faire de belles observations d'ours dans les différentes expéditions que je vous ai parlé, hein, les quatre croisières de cet été. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Alors là, c'est un ours sur la banquise. Hein. C'est maintenant l'endroit le plus sympa pour pouvoir les observer, parce qu'on peut les approcher vraiment gentiment, en gardant vraiment le respect de la distance d'après l'animal. Hein. C'est lui qui nous dit un peu s'il veut de nous ou pas. Hein. Dès qu'on voit qu'il est dans une situation où on le gêne, tout de suite, nous, on se replie. On n'est pas là pour gêner la faune. Hein. On est des invités, hein. On n'est que de passage. En tout cas, de pouvoir l'observer, c'est un peu comme, je ne sais pas, ce milieu-là, banquise, ours blanc, c'est quelque chose d'unique. Hein, c'est pareil, je ne sais pas combien j'en ai vu, pas mal, on va dire. Mais en tout cas, pouvoir les observer, ça reste une interaction assez incroyable, parce que parfois, c'est même lui qui vient vers nous. C'est un grand prédateur, un super prédateur comme nous. Hein. Je pense qu'ils sont aussi curieux que nous, on l'est d'eux. Voilà une autre image. Alors, c'est sur un phoque barbu. Alors, vous voyez, c'est pour vous montrer un petit peu les distances. Bon, après, il y a les perspectives, hein, pareil. Hein, maintenant, il y a beaucoup de réglementations avec les distances à respecter, etc., sur les espèces. Donc, nous, en tant que guide, on est vraiment à suivre tous ces protocoles, mais ça ne gêne pas les belles observations comme on peut voir sur cette image. Encore, ça, c'est un ours au niveau de la banquise du Groenland. Alors, ça reste de la banquise, hein, mais les ours, on peut les voir vraiment un peu partout. Il y a quand même des endroits plus spécifiques à de belles observations. Ah, je crois que c'est la dernière photo. Voilà. Je vais m'arrêter là. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose durant ce webinaire. Et j'espère vous voir l'été prochain sur un de ces séjours, surtout les 2 derniers où je serai présent. Ce n'est pas que les 2 premiers, je les boycotte, c'est que sur les 2 premiers, je serai sur le Nanook, l'autre petit bateau 12 passagers de grands espaces. Donc, moi, j'aime bien un petit peu varier les plaisirs entre petites unités et puis unités un peu plus grosses. Il reste quand même des unités assez petites dans le monde de l'industrie de croisière, parce que pour l'instant, vous ne me verrez pas sur des bateaux de plus de 100 passagers. Donc, c'est pour ça que je reste chez Grands Espaces. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Xavier, pour cette belle présentation. Voilà, hein, vous avez eu, je crois, eh bien, un bel aperçu de ce navire, de ce nouveau navire, ou un navire que vous redécouvrez, hein, sûrement pour certains. Mais voilà, vous l'avez compris, nous sommes une autre compagnie, Grands Espaces, avec vraiment eh bien, un ADN profond, une philosophie exploratoire. C'est vraiment des croisières expéditions. Je voyais des questions passer, hein, et Xavier l'a rappelé, sur le nombre de sorties. Voilà, il n'y a pas de journée type, hein, sur une croisière expédition. Mais évidemment, on propose quand même, en général, c'est minimum 2 sorties par jour. Et puis, on n'hésite pas à ressortir les Zodiacs après le dîner si une observation s'offre à nous. Finalement, c'est vraiment, voilà, on va voyager au rythme des explorations. Alors, je crois que nous avons répondu pas mal, hein, durant le chat à toutes vos questions. Donc, je pense qu'on peut-être on peut revenir sur une ou deux questions, notamment sur le bateau, pour redire à tout le monde. Aurélie, il y a beaucoup de questions sur les cabines single. Peut-être qu'on peut refaire un petit point donc, sur les cabines individuelles que l'on peut proposer à bord de ce navire pour répondre à l'ensemble des auditeurs. Alors, pour les cabines individuelles, elles sont possibles sans supplément dans les 4 cabines premium qui sont à bord du bateau. Si, pour améliorer le confort, un des passagers souhaite une cabine individuelle dans une autre catégorie de cabine, il y a un supplément de 1,3. Voilà, merci. On l'avait donc mis dans le chat, mais au moins on le dit pour tout le monde. Et puis, je le redis aussi, des possibilités de partage, comme on le prévoyait, donc pour ceux qui connaissent l'Ocean Nova, comme on le prévoyait sur ce bateau, donc des possibilités de partager sa cabine avec d'autres passagers. Il suffit donc de prévenir, hein, notre équipe à la réservation. Équipe à la réservation qui reste toujours disponible pour répondre à vos questions. Et ce qui fait aussi notre spécificité, eh bien, c'est vraiment le fait que notre équipe et toutes les filles, hein, parce que c'est des filles à la réservation chez Grands Espaces, voilà, elles sont toutes parties sur ces destinations, au Spitzberg, au Groenland, de façon à pouvoir vous répondre au mieux et vous orienter au mieux sur nos voyages. Donc, n'hésitez surtout pas, hein, ce sont aussi des spécialistes. N'hésitez pas à les contacter pour leur poser toutes vos questions. Pour les photos, on a eu pas mal effectivement de questions photos. Xavier, peut-être que tu peux y répondre. Nous, on conseille, c'est vrai, souvent des objectifs eh bien, avec de 200 mm minimum pour les prises de vue animalières. Peut-être as-tu d'autres recommandations, Xavier, toi qui fais un petit peu de photos? Alors oui, pour les photos, déjà, je réponds à GM. Alors oui, c'est peut-on bénéficier de conseils pour la prise photo? Alors moi, je vois la question comme, je la réponds comme ça, c'est oui, il y aura sur chaque croisière un référent photographe, comme sur la deuxième croisière, il y aura Florian Ledoux, mais également d'autres guides naturalistes qui sont également des passionnés par la photographie, hein. Alors, ils ne sont pas forcément professionnels, mais en tout cas, ils sont toujours de bons conseils. Il y aura également des présentations, du moins des mini-conférences sur l'utilisation des appareils photo, qui vous permettra également d'avoir comment dire, une approche également de la photographie animalière. Donc ça, il y aura également ça à bord. Et après, pour le matériel photo, oui, un 200 mm, c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire de bonnes prises de vue. Et également penser au paysage. Alors moi, je n'ai pas un 200 mm, j'ai un 18-135. Et avec ça, vous avez vu un petit peu les photos que j'arrive à faire. Alors après, ça dépend également de vos possibilités. Alors après, je ne pense pas que ça vaille le coup non plus d'avoir des énormes téléobjectifs, parce qu'après, ça fait des appareils photo qui sont très lourds et très difficiles à manipuler. Mais en tout cas, si vous avez un téléobjectif jusqu'à 500 mm, mais en tout cas 200 mm, c'est très bien. Merci Xavier pour ces recommandations. Alors, beaucoup de questions aussi, hein, sur nos programmes à venir, et notamment en 2027. Donc, il faut savoir que
Vous l'avez vu, hein, c'est un bateau que nous avons annoncé il y a peu et nous avons saisi, comme l'a dit Christian, l'opportunité de la vente de ce navire. Il faut encore donc qu'on travaille des itinéraires pour 2027, c'est en cours. Donc nous vous tiendrons hein, évidemment au courant de tous nos nouveaux itinéraires à venir donc pour 2027. En Arctique et peut-être ailleurs. Je n'ai pas encore donc toutes les informations, mais voilà, les itinéraires sont en train d'être ciselés, hein, toujours eh bien, par notre fondateur, Christian Kempf, que vous avez vu en ce début de conférence. Pour l'usage des drones, c'est très réglementé et en général, je crois hein, que l'AECO n'accepte pas forcément voilà, l'utilisation de drones par les passagers. Il y a beaucoup trop de zones réglementées, de distances à respecter. Donc, les photographes qui ont une accréditation à bord ont le droit d'utiliser ces drones. Et si vous avez la chance de partir avec eh bien, un photographe droniste, vous aurez des prises de vue drone. Mais voilà, pour les passagers, c'est plus compliqué. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a vraiment répondu hein, à l'ensemble des questions, en tout cas sur le chat. Et puis, il y avait beaucoup de questions qui revenaient, auxquelles on a répondu ici. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de se quitter peut-être sur une petite vidéo. Alors, comme il y a beaucoup d'itinéraires hein, prévus sur le nord-est du Groenland, je vous propose de visionner une vidéo de notre photographe Valentin Pilatte, qui est parti, si je ne m'abuse, il y a 2 ans hein, sur l'extrême nord-est du Groenland, itinéraire que nous proposons aujourd'hui. Et donc, nous allons finir sur ces belles images. En attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt en ligne et à bord également. N'hésitez pas à repartager ce replay. Vous allez recevoir hein, le lien du replay sur vos adresses mail avec lesquelles vous vous êtes inscrits. Tous les replays sont également disponibles sur notre chaîne YouTube dans la rubrique donc nos conférences en ligne. Donc vraiment, ce sont des vidéos que vous pouvez partager à tous vos proches qui sont intéressés par ces voyages et ces destinations. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Merci Aurélie, merci Xavier pour ces belles présentations. Merci à vous tous hein, d'avoir encore été si nombreux ce soir. Je vous dis à très vite et je vous laisse sur ces belles images de Valentin Pilatte. La priorité, c'est le vécu. Profitez de cette banquise. Vous avez en ce moment, je vous l'assure, des moments exceptionnels liés au beau temps. C'est le summum de l'Arctique. Pour moi, la côte Est, c'est mon coup de cœur.
jamais rien vu de tel, vraiment, je te promets. De tous les reportages que j'ai pu effectuer, celui-ci était complètement hors norme. Aux confins de la Terre, au Groenland, avec une équipe de guides et un chef d'expédition vraiment formidable, avec lesquels on a pu réaliser des expéditions extraordinaires. On était vraiment pris d'un sentiment de liberté. Voilà la nature comme œuvre d'art. Très belle soirée à tous et à très bientôt.